Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de drones, nous n'allons pas parler de politique, mais nous allons parler de musique. En effet, comme vous le savez, pour certains, j'ai plusieurs passions, notamment les drones, mais aussi la musique et notamment l'orgue. Aujourd'hui, nous allons parler d'Antonín Dvořák, 1841-1904. Il est né à Nellahausen, en Bohême, le 8 septembre 1841. C'est un fils d'aubergiste, il manifeste des dons musicaux précoces et travaille avec l'instituteur du village. Son père ayant envisagé pour lui un avenir dans l'hôtellerie et la boucherie, il eut beaucoup de peine à obtenir qu'on lui permit de poursuivre des études musicales à l'excellente école d'organistes de Prague. Là, il acquit un solide métier dans toutes les branches de son art et de surcroît une connaissance approfondie des maîtres classiques. Mais l'absence de subside paternel fait qu'il contraignit à gagner péniblement sa vie comme violoniste dans des orchestres de son goron. Heureusement, en 1862, il peut trouver un emploi dans l'orchestre de l'Opéra national récemment fondé. Il eut ainsi l'occasion d'entendre la musique de Smetana et joua même, dit-on, sous sa direction. L'audition de la fiancée vendue en 1866 lui révéla la nouveauté d'un nationalisme musical tchèque qui devint le fil conducteur de toute sa vocation. La chance de sa vie fut de susciter l'admiration et la sympathie de Brahms, qui remua ciel et terre pour lui ouvrir les portes du succès. Grâce aux relations de Brahms, bientôt les éditeurs se disputèrent les compositions de Dvořák que les plus grands chefs et virtuoses inscrivaient à leur programme. Richter, von Bülow, Liszt. Il devint alors rapidement célèbre, fit de nombreux voyages, en Angleterre surtout, pour diriger ses œuvres. Il fut nommé professeur de composition en 1891 au Conservatoire de Prague, puis il prit la direction du National Conservatory of New York en 1892. C'est en 1895 qu'il est nommé directeur du Conservatoire de Prague, et c'est là qu'il meurt le 1er mai 1904. Par son enseignement, il eut une influence déterminante sur l'évolution de l'école musicale tchèque, dont il fut avec Smetana et Janáček l'un des promoteurs. Parmi ses élèves figurent Suk, qui devient son gendre, et Novák. Alors parlons maintenant de son art. L'art de Dvořák s'apparente à ceux de Smetana pour l'inspiration slave, de Brahms pour le classicisme de la forme et pour l'optimisme qui transparaît dans une écriture harmonique instrumentale rutilante, de Schubert pour la spontanéité et l'inspiration mélodique. Dans une grande partie de son œuvre, le sentiment national ou slave, plus exactement, s'exprime par l'attachement au caractère mélodique et rythmique d'un certain folklore musical, mais aussi par une forme particulière de lyrisme qui s'alimente aux sources de la culture populaire tchèque. Alors, quelle est son œuvre ? Pour le théâtre, il composa 10 opéras, dont les plus importants sont Jacobin, Rusalka. En musique chorale, la Sainte Ludmila, grand oratorio national, la messe en ré, majeure, le requiem, le Te Deum, le Stabat Mater. En musique symphonique, 9 symphonies, dont les plus belles sont la 7e en ré mineur, la 9e dite du Nouveau Monde en mi mineur, que vous connaissez certainement. 2 séries de danses slaves, des poèmes symphoniques, des suites, des ouvertures, plusieurs concertos pour piano, violon et violoncelle, et en musique de chambre, 12 quatuors, 5 quintettes et 100 mélodies. Alors parlons maintenant
de la symphonie du Nouveau Monde en numéro 9 en mi mineur de 1893 que vous connaissez très bien, je pense. C'est la première œuvre que Dvořák ait composée sur le sol américain. Il est arrivé aux États-Unis le 26 septembre 1892, répondant à l'invitation de Jeannette Turbert, fondatrice du Conservatoire national de musique de New York. Le nouveau climat musical qu'il découvre agit très fort sur son inspiration et le désir monte en lui, toujours plus impérieux, de recréer de façon idéale dans une œuvre personnelle. J'ai l'impression, écrit-il, que le sol américain exerce un effet bénéfique sur mes pensées. Je crois qu'on peut se rendre compte dans cette nouvelle symphonie. Il s'agit précisément de la symphonie du Nouveau Monde composée en 1893. Son titre lui a été donné dès l'origine par le compositeur lui-même, qui tenait à souligner ainsi le motif d'inspiration de sa création. Dvořák y adapte, avec une remarquable homogénéité, des éléments mélodiques et rythmiques américains, mais il n'utilise aucun thème préexistant. J'ai tout simplement écrit des thèmes à moi, leur donnant les particularités de la musique des Noirs et des Peaux-Rouges, et me servant de ces thèmes comme du sujet, je les ai développés au moyen de toutes les ressources du rythme, de l'harmonie, du contrepoint et des couleurs de l'orchestre moderne, dit-il. Œuvre riche et puissante, d'une remarquable clarté en raison du relief de ses idées, la symphonie du Nouveau Monde, aussi slave qu'américaine, pourrait être dite aussi bien symphonie du monde entier. Sa popularité justifiée n'a que le tort d'occulter certaines des symphonies précédentes de Dvořák. Alors parlons maintenant du premier mouvement, l'Adagio molto. Bien entendu, vous pourrez écouter à la fin de ce post la symphonie qui a été reprise à l'intérieur de cette vidéo. Le premier mouvement est précédé d'une mystérieuse introduction adagio proposée par les violoncelles que soutiennent les altos et les contrebasses et reprise par les flûtes et hautbois. Un rapide et dynamique contraste de mesures fortissimo et pianissimo prépare le thème principal confié au corps, première incise, puis aux clarinettes et au basson, deuxième incise, repris par les hautbois et enfin élaboré par les violons et l'orchestre tout entier. Ce sera aussi le thème cyclique de toute l'œuvre qui sera présent plus ou moins ostensiblement dans chacun de ces mouvements. La seconde partie de ce premier thème servira de base au deuxième thème, qui aux flûtes et au hautbois sur un rythme de polka. Un nouveau thème paraît à la flûte. Ensuite, il rappelle un peu le premier thème. Il fera partie du développement dans lequel se reconstituent peu à peu les éléments et les accents du thème initial qui retentira dans toute sa puissance bien avant la reprise. Dans le deuxième mouvement, le largo, c'est le mouvement le plus célèbre de la symphonie et que vous connaissez tous. Après un grandiose choral au cuivre, le corps anglais chante la belle et nostalgique mélodie. La partie centrale fait d'abord entendre une longue arabesque aux flûtes et aux hautbois qui tourne autour d'une note pivot, le do dièse, puis une mélodie née, au bois d'abord, puis aux cordes. Le sommet du mouvement est l'épisode central en do dièse majeur. L'orchestre s'amplifie alors et les cuivres clament le thème principal. La partie finale du mouvement retrouve la mélodie au corps anglais avant le choral final des cuivres qui scellent la Skoda. Au niveau du troisième mouvement, le scherzo fait penser à celui de Beethoven dans sa 9e symphonie, les bondissements serrés des staccato. La partie principale comporte 2 épisodes bien différenciés. Le premier est répété.
Le second, en mi majeur, fait entendre à la flûte une mélodie fraîche et gracieuse. Après un bref retour au thème du début, au tutti, une transition ramène au corps le thème cyclique de l'œuvre. La partie centrale du scherzo comprend elle aussi 2 volets qui sont tous deux rejoués. Elle est constituée par une danse populaire de l'Europe centrale. Toute la première partie du scherzo est ensuite rejouée. La coda retrouve le thème cyclique qui passe plusieurs fois à divers pupitres. Dans ce scherzo, Dvořák aurait voulu y dépeindre une fête dans la forêt avec une danse des peaux rouges. Quant au 4e mouvement, Allegro con fuoco, les premières mesures, allant crescendo, sont une prise d'élan avant le thème énoncé au cuivre. Après une série de paraphrases, il cède la place à des traits de triolet, puis un décrescendo amène la mélodie contrastante à la clarinette reprise ensuite au violon. Un changement d'atmosphère est apporté par la citation d'une cellule extraite de la partie centrale du scherzo. Le thème final lui réplique au corps. Une autre citation sera celle de la mélodie du largo. La densité orchestrale se reconstitue progressivement avec le retour du thème. Les violons reprennent, dans le grave, la mélodie. Un brassage des principaux thèmes de l'œuvre devient dès lors plus serré, le thème cyclique s'imposant à part égale avec celui du final. Parlons maintenant des danses slaves, opus 46. Cette première série de 8 danses slaves demandées par l'éditeur berlinois Simrock fut écrite pour piano à 4 mains, orchestrée et éditée en 1878. Il importe de signaler que Dvořák ne prit comme point de départ que l'idée fondamentale du sujet imposé par l'éditeur, composé des stylisations artistiques de danse slave caractéristiques. Il ne partait donc pas, comme Brahms l'avait fait dans ses danses hongroises, de la musique des airs de danse populaire originaux, mais empruntant à ces modèles seulement le rythme comme étant leur élément le plus caractéristique et le plus saillant, il créa ses propres danses dans un matériel musical propre et nouveau. 3 de ces danses furent exécutées en version orchestrale dès le 16 mai 1878 à Prague. Mais l'ensemble des 8 danses ne fut donné que le 8 septembre 1901 au Théâtre national de Prague. Alors la première danse en do majeur, c'est un furiant, danse rapide à 3 temps. Après un long accord soutenu, le premier thème est une phrase simple de 8 mesures données au forte et au tutti. Au bois et sur accompagnement des corps et des cordes basses, une transformation de la première mesure prend le relais. La partie médiane utilise un autre thème de caractère enjoué au mouvement léger et joyeux. 2 motifs secondaires, issus du premier, seront donnés au bois avant de conclure cette partie médiane. La troisième partie est une reprise de la première, avec une allusion au thème, mais c'est le thème qui termine la danse dans un tourbillon sauvage. Pour la deuxième danse, en mi mineur, cette danse qui présente une analogie avec la domka ukrainienne débute par un sévère accord mineur. Elle utilise la forme rondo, dont les différentes parties sont construites sur un même motif de base. Le thème sert de refrain, c'est une phrase charmante qui s'étire avec un peu de longueur et se répète à plusieurs reprises, avec chaque fois une orchestration et des broderies nouvelles, flûte et clarinette. Le premier couplet, plus vif, utilise le thème qui dérive du thème 4, flûte au bois, premier violon.
Ce thème passe à plusieurs groupes d'instruments et même à la reprise du refrain, d'abord sous la forme normale, puis avec des broderies de double croche aux cordes. Le deuxième couplet est bâti sur un autre thème qui dérive de la mesure A du thème 5, flûte et hautbois. Un rappel du thème 5 amène le refrain aux clarinettes et second violon, et le dernier couplet travaille sur les thèmes 5 et 6 et ramène le refrain. La conclusion est fournie par la première mesure du 6 et deux dernières mesures du 5. Pour la troisième danse, en La bémol majeur, c'est une vraie polka tchèque avec un thème souriant, plein d'attrait, aux couleurs de folklore, flûte et hautbois. Un élément vif mais de courte durée utilise un nouveau thème en tutti. On revient alors au premier motif souligné par une figure en double croche. Au violon, ce sont les trompettes qui auront alors la vedette avec un thème joyeux donné sur un ton attendrissant sur un accompagnement de triolet aux altos. Puis, tour à tour, les deux premiers thèmes sont utilisés alors que la coda ne met un point final en travaillant un élément du thème 8. La sixième danse, en ré majeur, comme la quatrième danse, nous avons ici une souzeska, danse folklorique tchèque à trois temps, sur un accompagnement des corps et cordes graves, voltige un motif en deux parties, bref et ingénu, doucement pastoral, mi-grave et mi-gai. Le thème de la partie médiane, sautillant, n'est pas sans ressemblance avec le thème de la première danse, les premiers violons. Présenté d'abord aux cordes, il passe à divers groupes d'instruments, tantôt doux, tantôt forts, ici léger, là écrasé, mais toujours semblable à lui-même. Retour de la première partie, d'abord identique, qui se charge un moment de broderie et de trille avant de conclure. Pour la septième danse, en do mineur, c'est une sauteuse, écrite sous la forme d'un rondeau dont le refrain, un thème incisif, est donné en canon par le hautbois et le basson. Le premier couplet est plus animé, flûte et hautbois en donnent le thème. Retour du refrain en forté au tutti, suivi d'un deuxième couplet, dont le thème utilise un fragment MM du thème 12, d'abord donné au violon, il passe au tutti, puis revient au pianissimo enjolivé de double croche. On retrouve successivement le refrain 12, le premier couplet 13, le deuxième couplet 14, le refrain 12. Les quatre dernières mesures du thème numéro 14 presto concluent cette danse. Pour la huitième danse en sol mineur, cette dernière danse du premier carnet est, comme la première, un furiant, dont le thème de base 15 est donné au tutti. Ce thème passe par des transmutations sans fin, toujours accompagnant d'accents violents, notons en seulement 2, 16 et 17. Il cède la place un instant à une romance que chante une flûte et un hautbois, tandis que le rythme est donné par les cordes, flûte et hautbois. Tout est repris depuis le début, et ce sont les quatre premières mesures du thème, du même thème joué presto, forte puis alors le tutti, qui conclut cette même danse. J'espère que cette petite vidéo présentant les œuvres de Dvořák vous a plu. Il y en aura d'autres, bien entendu. Vous allez pouvoir écouter ces œuvres après cette petite présentation introductrice. Et je vais diversifier cette chaîne YouTube où pour l'instant je parle principalement d'aéronautique et de drones, mais je vais aussi désormais parler de musique, d'orgue, de factures d'orgue, de découverte des orgues, mais aussi de philosophie, de politique, de mathématiques, de physique, etc.
Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne écoute de ces œuvres que j'apprécie énormément. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.